Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'être un leader sur le digital en 2019 ? Et surtout, bien évidemment, vous en connaissez des leaders, les GAFA, Amazon, Facebook, Google. Mais posons-nous la question, qu'est-ce qui fait qu'aucune entreprise traditionnelle n'est devenue l'Amazon, le Google, le Facebook de son marché ? Qu'est-ce qu'elles n'ont pas compris dans leur stratégie que d'autres, justement, ces pure players, eux, ont intégré dans leur stratégie? Alors, je dirige le cabinet Bolero. Bolero, qu'est-ce que c'est ? C'est un cabinet qui est spécialisé en digital intelligence. Notre métier, c'est de collecter de la donnée, tout type de données digitales, pour comprendre comment se façonnent les opinions et les comportements des consommateurs. Qu'est-ce qui fait quelle est la somme des influences qui va faire qu'un consommateur va acheter son canapé chez Conforama ou chez Ikea ? Quelle est la somme des influences qui va faire qu'il va se mobiliser pour ou contre Notre-Dame-des-Landes ? Donc notre métier, c'est comment se forgent ces opinions. Et on travaille sur tout type de secteur, évidemment. Et je vais vous parler aujourd'hui de nos 15 ans d'expérience dans la construction de ces leaderships digitaux. Alors si je vous pose la question de qu'est-ce qu'une stratégie digitale, je pense que si je vous dis, a priori, je vais briefer une agence selon mes objectifs marketing, mes objectifs business. Je vais construire un plan média pour créer du trafic sur cet écosystème digital. Et puis, après, il me faudra des outils pour optimiser mon tunnel de conversion. Jusque-là, vous vous dites, oui, c'est bien ça qu'il faut faire. Et je sens que là, vous sentez le piège venir. Parce qu'effectivement, il y a des choses assez contre-intuitives que nous a amené le digital. La première chose, c'est que quand on va briefer notre agence sur nos objectifs marketing, nos objectifs business, eh bien l'agence, elle va vous fournir une idée, des outils, des dispositifs qui correspondent à vos objectifs. Par exemple, vous voulez travailler votre capital de marque, eh bien vous allez peut-être mettre en place un beau brand content sur Instagram. Vous voulez fédérer une communauté client, eh bien vous allez peut-être faire du CRM mobile ou fédérer une communauté sur Facebook. Jusque-là, tout ça vous paraît logique, en bon marketeur que vous êtes. Sauf que vous êtes peut-être en train de passer à côté des usages de vos cibles. Et qu'en ayant cette approche top-down, eh bien peut-être que Instagram et Facebook ne sont absolument pas les usages qui sont prônés par vos clients sur votre marché. Donc on est en train de confondre stratégie et objectif marketing en appliquant vos objectifs sur un web qui est déjà maîtrisé par vos clients. Deuxièmement, quand on dit « il me faut un plan média pour maximiser l'audience », eh bien qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de réduire le web à un canal de communication. Ça veut dire que les années où vous n'avez pas de budget, vous n'avez pas de trafic. Évidemment, ça arrange bien tout le monde qu'on dise qu'il faut un plan média pour maximiser l'audience. Et d'ailleurs, vous faites le test Google de maturité digitale des entreprises. Qu'est-ce qu'il évalue ? Votre maturité en termes de médias, comme par hasard. Quand on tape sur Google « meilleure stratégie digitale », on voit les meilleures campagnes médias. Mais non, une campagne média n'est pas une stratégie. Le haut digital a amené beaucoup plus qu'un canal de communication. Il a amené la capacité à être un centre commercial, vous êtes une marketplace, à être un outil de service et même à être votre propre média et à court-circuiter les médias. Troisièmement, on a dit il nous faut des outils de conversion. Bien sûr, vous allez passer 80% de votre énergie à mettre en place des CRM, des DMP, à optimiser vos tunnels. Mais sauf que, imaginez un directeur marketing qui serait allé voir son patron il y a quelques années, quand on en était encore offline, et qui aurait dit « Patron, ma stratégie cette année, c'est de distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres. » Quand vous dites que votre stratégie, c'est de mettre en place Salesforce, vous êtes juste en train de dire la même chose. Je pense que votre patron vous aurait ri au nez en disant « T'es gentil, mais c'est quoi ta stratégie ? Quelles sont tes cibles ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux leur raconter ?» Donc voilà 3 erreurs hyper communes dans les entreprises. C'est qu'on
on va confondre objectifs et outils. La résultante, c'est qu'on va avoir une profusion d'initiatives, un cimetière d'applications mobiles, des pages Facebook qui ont sans fans les prestataires et les employés. En utilisant le digital comme un canal de communication, on se rend complètement dépendant de Google, Facebook et de vos investissements médias. Et en concentrant son énergie sur les choix d'outils, eh bien, on rentre dans des tunnels de projets qui durent des années, qui coûtent une fortune. Et à la fin, on se dit, mais attends, il y a eu 0 bénéfice client. Depuis que j'ai changé mon CRM, depuis que j'ai changé mon CMS, j'ai absolument rien fait gagner à mon client. Donc, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'en fait, on a oublié ce qu'était le web, ce que le digital a amené. Et j'aime bien faire un parallèle avec ce que l'aviation était au XXe siècle. Le digital est au XXIe siècle, un peu ce que l'aviation a été au XXe siècle, c'est-à-dire un nouveau champ de bataille. À l'époque, l'aviation a été aussi considérée comme un gadget ou comme un outil pour voir les mouvements des troupes ennemies. Mais ceux qui ont compris que non, ça allait être un nouveau champ de bataille où il allait falloir justement coordonner nos actions maritimes, terrestres, aériennes, eh bien ceux-là ont tout compris, ils étaient visionnaires. Si vous considérez que le web est un nouveau champ de bataille, il vous faut comprendre ce qui s'y passe. Et au lieu de parler d'outils, réfléchissons usage. Justement, ce que n'ont pas compris les industriels depuis 20 ans, c'est que la technologie a changé les gens. Ils ont bien pris en compte les outils, mais ils n'ont pas compris les évolutions sociologiques qui portaient sur notre consommateur et sur notre citoyen. Web 1.0, c'est l'arrivée des moteurs de recherche. Notre consommateur devient un fact-checker, un enquêteur. Il vérifie ce que disent les marques. Impact sur votre stratégie de communication. Arrive le web 2.0. Il se met en réseau, il se mobilise. Il va dénoncer ce qu'il a pu détecter avec le web 1. Impact sur votre relation client et nécessité de changer votre capacité de dialogue avec vos clients. Web 3.0, le web des données. Données, personnalisation des contenus, des services, c'est Uber, Airbnb, Blablacar. On va faciliter la vie du client. Et là, pour la première fois, le digital a un impact, non pas seulement sur quelques services, la com, la relation client, mais le business model. Si on touche au service, on touche à la proposition de valeur de l'entreprise. Et ça continue. Aujourd'hui, on est dans le Web 4.0. Web 4.0, c'est le digital qui crève l'écran. Digital qui amène une couche sur le physique. C'est les enceintes connectées. C'est la réalité augmentée. C'est le drive, le magasin qui devient finalement une parenthèse dans une vie qui est globalement connectée. Et on va finalement repenser le physique à partir de ce qui s'est passé sur le digital avant, après l'expérience physique. Et là, ça va avoir un impact très profond sur les entreprises puisque ça change effectivement leur organisation physique. Quand on a compris ces impacts sur le citoyen, eh bien, définissons notre ambition. Définissons le territoire dont on veut être le leader. Vous voyez, il y a différents cercles concentriques qui montrent l'ampleur de votre ambition. Vous pouvez vouloir être le leader de vous-même. Ne rigolez pas, il y a quelques entreprises encore, quand on cherche leurs produits, on ne trouve pas leur site web. Donc être leader de soi-même, ça veut dire au moins faire en sorte que nos clients qui nous connaissent, ils nous retrouvent sur Internet. On peut être un peu plus ambitieux, je vous l'accorde, et vouloir aller chercher le leadership sur une catégorie produit. Je veux être le leader de l'assurance auto, je veux être le leader de la maison connectée, je veux être le leader de l'isolation des bâtiments. Et puis, on peut être encore un petit peu plus ambitieux et aller chercher le marché en général, c'est-à-dire l'assurance en général, ou voir carrément justement la voiture autonome, si on considère que, tiens, le métier de l'assureur demain, il va peut-être évoluer et je vais aller chercher les besoins annexes à mon produit. Alors ça, c'est très utile de fixer notre territoire,
parce qu'on se rend compte que ça va articuler notre stratégie entre les enjeux court terme et les enjeux long terme. Le court terme, le minimum syndical que vous pouvez espérer, les fondamentaux, c'est bien de travailler votre leadership sur votre marque et sur votre catégorie. Et puis, quand on est en train de travailler le marché, les besoins attenants, on est en train peut-être de justement réfléchir à la vision de ce qu'on sera demain. De justement, depuis le Web 3.0, le fait que notre consommateur, il attend une nouvelle proposition de valeur. Et si je ne le fais pas, eh bien, je risque de me faire uberiser, comme on dit. C'est-à-dire qu'un autre acteur va venir capter de la valeur sur mon marché parce qu'il aura pris le besoin attenant à mon marché de façon plus maligne. Une fois que vous avez défini votre territoire, il vous faut des insights, il vous faut des data pour éviter le travers top-down dont je vous ai parlé en introduction, pour éviter de projeter votre propre vision des outils, des moyens à mettre en place. Les outils doivent vous être dictés par vos consommateurs. Ils doivent être dictés par votre observation des usages. Alors, quels insights et quelles data je vais chercher ? Tout dépend de votre objectif. Si votre objectif, c'est de travailler votre marque, vous allez écouter ce qui se dit sur vos produits, sur votre marque, sur le web. Et comprendre les parcours digitaux liés à cette marque. Si en revanche, vous voulez travailler votre catégorie, votre marché, eh bien vous allez écouter ce qui se dit sur l'assurance, sur l'isolation, sur la maison connectée. Vous allez collecter des données là-dessus. Et là, vous améliorez vos argumentaires, vous optimisez vos contenus. Si enfin, vous voulez plutôt travailler votre vision, vous allez justement écouter les besoins attenants et ça va vous aider à inventer ces produits et services de demain. Comment on fait ça ? Eh bien, le social listening est extrêmement riche en insights. C'est hyper intéressant quand on regarde cette 1% rule, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une loi assez universelle, vous la trouverez sur Wikipédia, qui dit que sur 100 internautes, on a 1% qui sont des leaders d'opinion, ces fameux early adopters, ceux qui ont une vision sur votre marché. Et puis on a 10% de ce qu'on va appeler de très contents ou très mécontents. Ils vont être des producteurs de contenu à un moment donné et ils vont s'exprimer. L'idée reçue assez souvent, c'est de penser qu'il n'y a que ceux qui sont mécontents et qui râlent sur Internet. Eh bien, c'est faux. Vous trouverez, mais peut-être sur d'autres espaces, pas forcément sur Google My Business, TripAdvisor ou sur Twitter, mais vous trouverez des espaces où vous allez trouver vos consommateurs qui sont très contents et qui le racontent. On a là une vision très intéressante de notre marché avec ces 11% parce qu'on a justement une lecture en braille de notre marché, une lecture avec toutes ses aspérités. Il n'y a pas le ventre mou de ceux qui n'ont pas d'opinion sur vos produits. Et quand vous faites un sondage, vous posez des questions à des gens qui ne se sont jamais posé peut-être la question de vos produits, ne les ont jamais utilisés. Bien là, au contraire, vous allez avoir ce qui compte pour vos clients. Ce qu'on va appeler les irritants, les pain points, et au contraire les aspirations. Ce sont ceux-là qu'on va écouter, les 11%. Les autres, 89%, sont des lurkers, sont des internautes passifs. Ces 11%, ils nous permettent de cartographier des communautés. Des communautés, ce ne sont pas des profils démographiques, comme on l'étudie en marketing classique, d'âge, de sexe, de CSP. Parce qu'avec le digital, on se fout de ce que les gens sont. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils font, ce qui les préoccupe. Regardez, Criteo, Facebook, Google, ils ont très peu de données démographiques. Par contre, ils ont énormément de données sur ce que consomment les gens comme contenu, ce qui les émeut, ce qui les fait cliquer, ce qui les engage. Donc c'est ça aussi que vous devez aller chercher. Et du coup, redéfinir vos cibles, marketing en cible digitale, selon ce qui intéresse les gens, c'est ça votre préoccupation. Parce que ça va vous donner les grilles d'attaque de votre marché. Comment vous devez angler vos contenus, vos prises de position et vos axes stratégiques.
Ça vous amènera peut-être à hiérarchiser aussi, à ne pas choisir toutes les cibles, parce que vous ne pouvez pas parler à tout le monde. Une fois que vous avez défini vos cibles, eh bien, il faut savoir ce qu'ils font sur le digital. Si on ne veut pas faire comme tout le monde, ouvrir la page Facebook, le compte Instagram, parce qu'on veut cocher les cases du capital de marque et du story, du brand content, eh bien, il faut bien savoir ce que font nos consommateurs. Eh bien, sachez qu'à chacune de ces cibles, là, il y a un parcours potentiellement différent. Ici, on était sur le marché de l'optique. Vous voyez que Maxence, notre persona, notre communauté de gamers, lui, il s'intéresse à la lumière bleue. Il en entend parler sur les forums de jeux vidéo. Tandis que Gérard, qui vient d'apprendre qu'il est presbyte, lui, il va passer par Google en premier touchpoint pour savoir quelles sont les conséquences de son récent diagnostic sur la presbytie. Et puis Julie, elle, qui rentre sur le marché de l'optique par la santé visuelle, la maladie de ses enfants ou de ses parents, eh bien, elle entend parler de dégénérescence maculaire ou autres sujets de vue sur les médias santé. Donc, chacune de ces cibles a son touchpoint privilégié. Comment on fait ça? En collectant des données. Ces données, elles sont publiques. Ces données, ce sont toutes les traces que laissent vos utilisateurs, vos consommateurs, vos clients, vos prospects lors de leur navigation sur Internet. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir positionner votre écosystème digital, non pas selon ce que vous avez envie de faire, mais selon ce que font vos consommateurs. Et vous allez du coup positionner votre espace, peut-être prendre la parole sur un forum, peut-être faire du SEO pour être présent sur Google, et là faire des RP pour parler à Julie dans les médias santé. Alors ça exige un petit peu de lâcher prise, de dire oui, c'est vrai, notre écosystème nous est dicté par nos clients. Mais après, derrière, charge à nous de convertir cette audience correctement. Je vais vous donner un exemple avec le cas Saint-Gobain. Saint-Gobain, fabricant de matériaux pour le bâtiment, travaille depuis quelques années avec eux. Et premier constat, il y a quelques années, c'est que 90% des gens préparent leurs travaux sur Internet. Qu'est-ce qu'on commence à faire avec eux? Eh bien, à travailler leur leadership digital sur les matériaux pour les bâtiments. Qu'est-ce que fait Saint-Gobain? Il a la marque Isoverge qui fait des isolants, Placo qui fait des plaques de plâtre, Weber qui fait des enduits. Eh bien, on va faire en sorte de rendre chacune de ces marques leader sur son segment marché. Comment faire en sorte que quand on tape isolation sur Google, on trouve Isover? Comment faire en sorte que quand on parle aménagement intérieur sur les forums travaux, on parle de Placo? On positionne nos espaces, nos actions et on bâtit notre leadership. Puis un jour, on soumet à Saint-Gobain que c'est peut-être finalement le même client qui est derrière l'isolation, la plaque de plâtre et l'enduit. Et peut-être qu'il est en train juste de faire son chantier de rénovation de sa maison. Et on leur soumet l'idée qu'au lieu de faire juste le parcours de l'isolation, le parcours de la plaque de plâtre, ça serait bien de faire le parcours de la rénovation. Alors on le fait, on modélise ces touchpoints, on se rend compte que, tiens, premier touchpoint, ça commence par une phase inspirationnelle. Je vais sur Pinterest et sur Insta pour chercher des photos de maison qui m'inspirent en déco. Après, de cadrage projet, je décide si je commence par changer ma chaudière, mes fenêtres ou isoler ma maison. Et puis seulement après, je commence à chercher mes produits. Et là, parce que j'ai envie de trouver les meilleurs produits que je vais prescrire à mon artisan. Et là, vous voyez rien, mais je peux vous dire qu'on voit qu'ici, on a du bleu, du jaune, du noir. Ce sont justement tous les dispositifs digitaux qu'a mis en place Isover, Placo, Weber pour être leader sur son segment produit. On est leader ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on a un champ libre qui est complètement en friche pour la concurrence. Alors, quand j'ai vu ce parcours, je l'ai imprimé. J'ai eu l'occasion de déjeuner avec le patron de Saint-Gobain. Je lui ai montré, il a tout de suite compris. Demain, un GAFA peut arriver et occuper le terrain ici et faire en sorte de nous désintermédier, de faire en sorte que demain, nous soyons
nos marques, les commodities de l'Amazon des travaux ou du Facebook des travaux. Eh bien, ce GAFA, il existe. Il s'appelle House. Et il a pris la France comme pays pilote parce que la France championne de la rénovation. Donc, ce GAFA, il existe. Il est en train de nous grignoter des positions sur la Fédération de communautés travaux, mais il n'est pas encore présent sur l'ensemble de ces touchpoints. Quand on a vu ça, on s'est dit, oups, danger d'ubérisation. Rajoutez à ce constat cette stat. 51% des gens qui font des travaux sont insatisfaits. Insatisfaits parce que trop cher, trop de temps, trop de dégâts dans la maison, etc. Alors là, pain points, plus voie de garage, autoroute pour les GAFA, là, on a un vrai danger. Ni une ni deux, la direction de Saint-Gobain décide de mettre en place le site qui va pouvoir venir se positionner ici, en amont des parcours clients. Et là, quand je vous disais le digital long terme, la vision, eh bien, il a fallu justement écouter ce que racontaient les consommateurs pour faire en sorte de se positionner sur ce parcours. Ça veut dire qu'il faut faire de l'inspirationnel et il faut faire du cadrage projet. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Vous ne voyez rien non plus, mais ici, vous avez l'URL, le site saintgobain.fr qui vient faire cette mission d'inspiration et cadrage. On a rajouté quelque chose. On a rajouté une brique de service. Parce que Saint-Gobain était en train de développer un service d'intermédiation de travaux qui s'appelle Omliu, qui met en relation les particuliers et les professionnels pour accompagner le projet. Évidemment, ça servait complètement notre objectif. Mais sauf qu'il était dans un coin, Omliu, développé par un service qui s'occupe justement de la diversification du business model. Le fait de l'encapsuler dans ce site qui vient justement capter le consommateur en amont du parcours, eh bien là, on va lui donner toute sa puissance à ce service. Et surtout, on va pouvoir faire coïncider les objectifs court terme, vous vous rappelez de la catégorie produit, avec les objectifs long terme, qui est de préparer l'innovation de service qui va transformer mon business model de demain pour éviter d'être ubérisé. Et en effet, c'est un changement de business model. Un fabricant de matériaux pour le bâtiment devient intermédiaire de on passe de la vente de matériaux au service d'accompagnement des projets. Du coup, on arrive sur nos 4 piliers du leadership digital. Être un leader sur le digital, ça veut dire, 1, dans l'urgence, sécuriser votre réputation. Et je dis dans l'urgence parce que j'ai encore des clients où quand j'arrive, il y a 140 sites internet, il y a 37 pages Facebook, 43 comptes Twitter. C'est du vécu ce que je vous dis là. Ce n'est pas de la fiction. C'est-à-dire qu'on a une présence digitale qui souvent reflète notre organisation, reflète nos événements et nos produits, pas les usages de nos cibles. Donc, on sécurise la réputation. On rationalise notre écosystème. Regardez Amazon, ils n'ont pas fait 50 sites, ils ont fait une plateforme depuis 20 ans. Et au début, ils n'ont même pas fait de compte Twitter et de page Facebook, parce que eux, le social, ils l'ont intégré sur leur plateforme, avec les avis produits. Donc ils ont cherché juste toujours à creuser le sillon de leur plateforme pour être le leader. Prenez Marmiton, un site pour rester quand même sur des Français. Marmiton, le site de recettes, il n'a pas créé les recettes bio avec un autre site web, les recettes végétariennes avec un autre site web. Non, il a creusé le sillon de sa plateforme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne tape plus moelleux au chocolat sur Google, on tape Marmiton parce qu'on est tellement tombé sur ce site, parce qu'il était le leader digital. Quand on a fait ça, on a sécurisé notre réputation. Vous voyez, comme Marmiton, on gagne en puissance. Être leader sur le digital, ça veut dire bâtir le référent digital de son marché. Parce qu'à l'heure du Web 4.0, il n'en restera qu'un
sur chaque marché. On n'a pas 50 applis de VTC sur son téléphone, on en a une ou deux ou trois, mais pas plus. Il n'y a que 3 places dans le triangle d'or de Google où il y a 70% des clics. Donc arrêtez de disperser vos efforts et bâtissez une plateforme référente. On a compris avec le Web 2.0 que ça ne se ferait pas tout seul, qu'aujourd'hui, les business models, ils partagent la valeur avec les communautés. Blablacar, Airbnb, Uber, Waze, ils ne sont rien sans leur communauté. Donc avant, une entreprise, elle cherchait un retour sur investissement, sur sa présence digitale. Certes, on va encore le chercher, mais aujourd'hui, il faut qu'on fasse du gagnant-gagnant avec l'utilisateur qui, lui, cherche un retour sur expérience. Si vous n'y apportez rien, vous ne servirez à rien. Et vos dispositifs ne seront pas consommés. Donc, il vous faut gagner l'adhésion de vos communautés. Ça, c'est du moyen terme. Et enfin, on l'a vu avec Saint-Gobain, il vous faut aussi construire cette position de nouveau standard de service qui sera plébiscité par les utilisateurs au point d'être justement celui qui restera à la fin. L'Highlander du digital, effectivement, on va créer cette innovation qui pourrait nous détruire comme l'a fait Saint-Gobain. Éviter que House arrive, c'est soi-même prendre cette position et petit à petit commencer à gagner cette position de leader préféré en termes de standards. Alors, ce qu'on a vu aussi avec Saint-Gobain, c'est que quand on bâtit le référent digital de son marché, on crée la rampe de lancement des innovations de rupture. Omliu pourrait vivre tout seul dans son coin longtemps. Il sera tout de suite beaucoup plus scalable, beaucoup plus massifié dès l'instant où justement il va pouvoir exister sur la plateforme qui sera référente. Et là aussi, les innovations de rupture, elles existent dans les entreprises, les partenariats start-up, ils existent, mais ils sont faits dans un coin par la R&D et absolument pas en concertation avec l'équipe digitale. On ne fait pas converger le long terme et le court terme. On ne fait pas en sorte que le court terme prépare justement la pénétration rapide de notre innovation à long terme. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces 4 piliers. Je vais maintenant répondre à vos questions. Si vous voulez découvrir les leaders digitaux de nombreux secteurs, on n'a pas fait tous les secteurs d'activité, mais sur le site Bolero, vous trouverez pas mal de data sur justement les acteurs les plus performants de leur marché, sur 3 types de data qui sont pour nous des marqueurs importants du leadership. À vous maintenant. Je vous écoute.